Alors donc il me revient de faire une conclusion. Alors rassurez-vous, je vais essayer d'être bref. Et il est bien sûr hors de question de reprendre tout ce qui a été dit, fort bien dit, et qui a été tout à fait passionnant. Alors, rappelez d'abord pourquoi nous sommes ici officiellement, c'est pour célébrer, pour finir de célébrer, le 8e centenaire de l'Université de médecine de Montpellier. Et c'est vrai que Montpellier a constitué une école, comme il y a eu l'école de Kos, comme il y a eu l'école d'Alexandrie, comme il y a toujours l'école de Montpellier. Et que depuis Hippocrate, cette notion d'école, c'est la constitution d'une famille qui ne se définit plus de façon génétique, encore que il y ait quelquefois quelques entorses, mais qui se définit par une relation de maître à élève, et donc d'un certain nombre de principes qui sont transmis, et au sein desquels eh bien, on se retrouve comme dans une famille, où ça peut bien fonctionner, quelquefois un petit peu moins bien, mais où en général, et je crois que l'expérience des temps l'a montré, eh bien, il y a un certain nombre de messages qui ont été transmis, assumés. Un message notamment de transversalité, d'accueil, et je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, qui montrent cette universalité qui a pu se constituer autour de la médecine. Alors il y a dans le film bien connu, Dr Knock, avec Louis Jouvet, il y a une patiente qui lui dit « Ah bien moi, docteur, savez-vous, ma famille remonte aux croisades. Eh bien, chère madame, nous aussi. Nous remontons aux croisades et le professeur Jacques Verger nous en a donné un petit peu le panorama, en insistant donc sur le fait que finalement, il y a eu, en ce moment-là, à cet endroit-là, la conjonction de faits qui étaient des faits politiques, des faits théologiques, des faits économiques, des faits culturels, qui ont permis une entente entre une communauté de médecins et d'étudiants, et puis la reconnaissance par l'autorité universelle de l'époque. Alors bien sûr, il y a des motifs politiques, mais il y a aussi cette émergence du concept universitaire. Et cette idée universitaire, donc il y a des communautés de maîtres et d'étudiants qui sont relativement mis à l'abri dans la société pour justement réfléchir et faire avancer la connaissance. Et c'est à Montpellier en 1220 que pour la première fois la médecine s'est vue reconnaître la dignité de discipline universitaire. Et je crois que dans universitaire, il y a une universalité aussi et que le mouvement a été lancé. Et dans la foulée, on a pu, bien sûr, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, et ici ou là, vous m'avez entendu en parler souvent, Joël Bocart nous a proposé un certain nombre d'exemples remarquables de médecine post-vitaliste pour montrer que, parce que quelquefois on peut avoir, surtout quand c'est moi qui parle, on peut avoir l'impression que Montpellier s'est arrêté à Lorda. Bien sûr que non, et je pense que vous avez montré d'ailleurs que Lorda a été beaucoup plus visionnaire que ce que ne pensaient ses contemporains, mais qu'il y a eu d'autres choses qui se sont faites, et qui se sont faites aussi par hasard. Je pense notamment à la découverte des sulfamides d'hypoglycémion. Mais le hasard ne favorise que les esprits bien préparés, comme disait Pasteur, et que, au sein d'une école où justement on est volontairement près du réel et sachant prendre de la distance tout en ayant un discours théorique qui structure les connaissances, eh bien on peut plus facilement, et je pense qu'il y a bien d'autres exemples à Montpellier, de ces découvertes que le hasard nous sert et qui est accueilli et valorisé. Et puis aussi, dans les progrès qu'il nous a montrés, eh bien, il y a un certain nombre de noms
de cancérologues, de neurologues et de progrès divers et variés, de gens qui étaient d'horizons différents. Par exemple, Paul Lamarck venait de Bordeaux, Vialton, dont je vous ai parlé, venait de l'Isère et avait fait ses études à Lyon, c'est-à-dire une certaine libéralité, un certain accueil, mais aussi une intégration qui s'est faite, puisque ces personnalités-là se sont pleinement insérées dans ce moule et ont transmis, eux aussi, le message. Et la fin de cette première demi-journée, donc, ça a été le doyen Jacques Bringer qui nous a parlé de la formation médicale en mutation, quels atouts pour Montpellier, en insistant bien sur le caractère évidemment compétitif que les choses ont maintenant. Mais dans le domaine de l'éducation, la compétition, ce n'est pas quelque chose de tout récent. En 1875, le ministère a dit « il faut arrêter ces recrutements locaux, ces coteries, ces dynasties, tout cela. On va faire un concours national d'agrégation en médecine. » Premier concours 1875, major Joseph Grasset. Joseph Grasset, Montpellierin, petit-fils, neveu, petit-neveu, arrière-petit-neveu, cousin de professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Deuxième, Dieu la foi, docteur de Toulouse, qui a fait carrière à Paris, et donc là, Montpellier l'a emporté sur Paris plus Toulouse. C'était une belle réussite. Et Jacques Bringer nous a montré que nous avions des atouts très importants, des atouts pour la formation avec ces nouveaux outils. Et je pense que et lui-même et notre doyen d'aujourd'hui ont été des acteurs et des penseurs de cette mutation considérable dans la formation des médecins, notamment dans le domaine de la simulation, et ont insisté aussi sur l'insertion dans la recherche en général à Montpellier, les recherches dans le domaine médical, le domaine de la santé, et l'insertion dans ce projet MUSE que nous avons vu finalement à l'œuvre dans un très grand nombre de communications auxquelles nous avons assisté, c'est-à-dire nourrir, soigner, protéger. Mais nourrir, soigner, protéger, c'est le programme, c'est un programme qui colle tout à fait avec ce que l'école de médecine de Montpellier a fait depuis le début. Et ces atouts, nous les avons. Il est inséré, bien sûr, ils sont insérés dans les réussites des classements. Et il est certain qu'il faut que ça continue et que nous sommes à une période d'alignement des planètes dans lesquelles il y a une convergence, et il y a finalement eu peu de périodes ainsi, dans lesquelles tout le monde est d'accord pour dire que ces atouts-là, ces atouts précieux, alors qu'ils ne sont pas que la propriété, bien sûr, privée de la médecine, mais au contraire de toute la communauté montpelliéraine, parce que l'université de médecine de Montpellier a évolué en université de Montpellier, mais drainant finalement cette science de l'homme que défendait Barthès. Et donc, je pense que c'était très important de souligner tout cela. Mais si nous avons une famille qui remonte aux croisades, eh bien, noblesse oblige. Noblesse oblige, et donc, il faut qu'on réfléchisse sur ce que l'on se permet et ce qu'on ne se permet pas. Et il était logique que la deuxième demi-journée soit une demi-journée consacrée à l'éthique. Et ces demi-journées ont été débutées hier et ce matin par des témoignages qui montrent bien qu'on ne raisonne pas en l'air et que les gens de terrain ont quelque chose à dire. Et je crois que l'intervention de Virginie Perrotin hier a été vivement ressentie dans sa, à la fois, rigueur et dans sa passion et dans ses émotions, hein, on va y revenir, qu'elle a été appuyée, et il l'avait déjà anticipé le matin par le professeur Pujol qui a aussi, on l'a vu ce matin, été inséré dans l'autre aspect éthique des soins, de la disponibilité vis-à-vis des étudiants, avec venant donc
inséré dans ce projet qui nous a été présenté ce matin par Jean-Bernard Dubois et par Michel Averrouz. Mais la réflexion d'hier après-midi, donc, était centrée sur l'éthique. Évidemment, on a regretté qu'Éric Fiat ne puisse pas venir, mais avec cette dimension, donc, en rappelant le serment d'Hippocrate, qui contient dans sa version originale « Je ne donnerai pas du poison, même si l'on m'en demande », et « Je ne remettrai pas de pécer abortif », ce qui veut dire les deux domaines, finalement, où actuellement la société se tiraille dans ce domaine éthique. Et, bien entendu, on a parlé de médecine de la reproduction, et Gemma Durand nous a fait, avec sa tonalité propre, qui est elle aussi une tonalité à la fois de rigueur et de passion, part de ses, on peut dire, non seulement de ses réticences, mais plus de ses interrogations et même par moments de son effroi devant ce qui se met en place. Alors évidemment, les éthiciens paraissent quelquefois des empêcheurs danser en rond, et pourtant il est essentiel. Il est essentiel que des questions soient dites, que des questions soient posées, que des problèmes soient posés, parce qu'il y a des, entre guillemets, consensus qui se font au détriment de valeurs importantes et quelquefois au détriment, bien sûr, de gens qui n'ont pas la parole. Donc, il était important que cela soit dit aussi dans une insertion artistique qu'on lui connaît et qui s'est conclue par un tableau de Vincent Biolès qui était vraiment tout à fait magnifique. Et puis, bien sûr, il était tout à fait important que cette demi-journée d'éthique se termine avec la réflexion de Chantal Delsol. Alors, elle nous a bien fait voir qu'on était passé d'une éthique, d'un comportement, même d'une société normée, à une société qui rejetait la norme et qui substituait à la norme la constatation de ce qui se fait. Et évidemment, plus d'un pourrait se dire, bon, on va fermer la parenthèse et puis on met la clé sous la porte. Eh bien, je crois que justement, le fait qu'elle nous ait dit tout ceci, dans ce colloque qui s'insère dans les 800 ans de la faculté de médecine et de la présence de la médecine universitaire à Montpellier, doit au contraire nous inciter à être dans ces petits îlots de résistance qu'ont été, par exemple, les monastères dans la campagne dans les siècles sombres des 6e, 7e, 8e siècles, avec des moines qui se faisaient quelquefois massacrer de temps en temps, qui accueillaient aussi ceux qui passaient et les soignaient, et puis qui recopiaient des manuscrits pour un âge qui est venu après. Et sans eux, évidemment, on aurait été obligé de repartir de zéro. Donc, parenthèse peut-être, et que, en tant que phénoménologue, elles nous disent voilà ce que l'on peut constater, mais c'est une incitation à ce que notre école et tous ceux qui veulent bien travailler avec elle persistent. Alors évidemment, le côté éthique se prolonge naturellement par le côté solidarité, puisque l'homme est un animal social. Et on a, outre ce qu'on a déjà dit sur les étudiants, eh bien, on a eu donc ce matin à réfléchir avec Jean-François Mattei sur santé, le grand bouleversement. On sent bien que la question telle qu'elle est posée ne débouchera pas simplement sur une réponse du style « rien de nouveau sous le soleil », mais nécessite qu'on mette au point un certain nombre et qu'on précise un certain nombre de choses, car, bon, il est facile de dire c'est le grand soir, des grands soirs, on en a beaucoup connu, mais finalement, ce sont des étapes.
Alors évidemment, c'est une étape importante que celle que nous vivons, une mutation, bien sûr, mais qui n'est pas une révolution, parce que les grands concepts de base sont toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre si, comme Valérie, sur une des diapos que je vous ai projetées hier, nous y invite, on ne renonce pas à réfléchir. On ne renonce pas à réfléchir devant les graphiques, devant les algorithmes, y compris des algorithmes auto-entreprenants, parce que, comme ça a été dit ce matin, eh bien, l'esprit humain, c'est d'abord celui qui s'adapte à l'imprévu, c'est celui qui s'adapte aussi à l'erreur, et c'est celui qui peut faire des bifurcations et qui peut se tromper. Et alors que la machine ne se trompe jamais, et ceux qui ne se trompent jamais sont souvent des gens très dangereux. Donc cette réflexion était importante. Elle était importante parce qu'elle a fait aussi appel à la notion d'émotion. Et cette notion d'émotion, Pierre Lecoz l'a reprise avec son optique toujours très, très incisive, très, très distanciée, décalée. Cette émotion qui est, bien sûr, ce qui est aussi quelque chose que l'algorithme ne peut éprouver et qui est fondatrice. Il nous a même dit, il y a des émotions, il y a même des peurs, il y a peut-être même des paniques qui sont utiles, en tout cas pour la gazelle, mais nous sommes quelquefois aussi dans des situations un peu difficiles. Et donc je crois que ces deux exposés très complémentaires sur les permanences et l'évolution, sur la nécessité de garder la main, et sur le fait que pour garder la main, il faut être homme, c'est-à-dire homme avec sa raison, homme avec sa passion et avec la capacité d'harmoniser sa raison et sa passion. Et c'était important. C'était important puisque l'autre dimension des solidarités, ça a été bien sûr d'envisager la médecine humanitaire, et je pense que l'exposé de Ronnie Broman était important de ce côté-là, en nous montrant finalement que par décennies, eh bien, la situation et la perception de la médecine humanitaire n'a pas été la même entre les pionniers initiaux avec leur bâton de pèlerin, si l'on peut dire, et puis les États qui s'en mêlent au nom de la morale publique, et puis maintenant d'autres défis qui, dans cette décennie, se profilent. Tout ceci méritait d'être dit. De même que lorsque Christophe Daubié nous parle de l'accès aux médicaments, des lois du marché, on se rend compte à quel point, eh bien, l'économie, mais ça on s'en serait douté, est déjà en soi quelque chose d'aussi complexe que peut l'être l'interprétation d'un être humain, et que quand en plus on n'est pas dans une économie purement laissée à elle-même, mais intriquée avec les États, les monopoles entretenus ou voulus, eh bien, il est fort difficile d'y voir vraiment clair, en sachant quand même que malgré tout, eh bien, nous vivons une époque où en quelques mois, on a pu mettre au point des outils, notamment vaccinaux, inimaginables il n'y a pas si longtemps. Et hélas, je pense, on aura bientôt à voir le degré de réactivité et d'adaptabilité de ces nouveaux systèmes. Et puis le dernier volet, très hippocratique lui aussi, c'était l'homme dans son milieu. L'homme dans son milieu, parce que l'homme dépend du milieu, c'est son milieu qui le nourrit, qui lui permet de vivre. C'est aussi ce milieu qu'il pollue. Et évidemment, l'épidémiologie était au départ quelque chose d'important. Et Éric Delaporte nous a fait part de ce qui est quand même aussi emblématique de l'école de médecine d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette réflexion sur cette généalogie, si l'on peut dire, et fait part de toute cette quête
des origines des infections et de tous les outils qu'il faut mettre en œuvre. Et notamment, eh bien, savoir aller collecter ce que l'on appellera pompeusement matière fécale, qu'on pourrait baptiser d'un nom plus vulgaire, mais qui nous donne accès à une multitude d'enseignements, de la même façon que la médecine d'aujourd'hui met toutes les ressources qu'elle a pour faire aussi de l'histoire et savoir, par exemple, la généalogie de Toutankhamon et de savoir qu'il était bien le fils d'Akhenaton. Eh bien ça aussi, ça fait partie des outils que la médecine d'aujourd'hui se doit de mettre en œuvre, et dans ce domaine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et derrière cette quête, on a bien senti toute la fraternité qu'il y avait entre les équipes d'ici et le travail magnifique qui se faisait là-bas, avec des gens convaincus, compétents, et avec lesquels, évidemment, les progrès ont pu être faits de façon rapide, et on espère évidemment que tout cela pourra être suivi d'une thérapeutique plus efficace, malheureusement, que ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors l'alimentation a été envisagée d'abord sur la viande. Alors, j'avoue que j'ai bu du petit lait. Je suis un carnivore impénitent. Je suis certainement bien au-delà des 500 grammes par semaine. J'ai été heureux d'entendre quand même que ce n'était pas une barrière absolument drastique et que finalement, d'ailleurs, un certain nombre d'études ont été beaucoup plus nuancées, enfin un certain nombre d'études, quelques études ont été beaucoup plus nuancées que ça sur le risque au long cours de la viande rouge. Mais les réactions que ces quelques études dissidentes ont soulevées montrent bien à quel point on est dans le domaine du dogmatique et non pas dans le domaine du scientifique ou du prudentiel. Et je crois que Pierre Feuillet a donné un certain nombre de chiffres qui dégonflent un certain nombre de baudruches. Quand on nous calcule les centaines de litres d'eau pour faire quelques grammes de viande, lorsque on regarde l'eau vraiment pompée sur les nappes et pas simplement l'eau de pluie, la pluie elle tombera toujours. Et si on veut avoir un discours punitif, parce que c'est très souvent un discours punitif, enfin vous comprenez que je suis un peu jugé parti, mais quand c'est un discours purement punitif, évidemment, je pense que scientifiquement, c'est très utile qu'un certain nombre de vérités soient dites. Et puis Jean-Louis Cuc, d'abord il m'a rajeuni parce qu'il m'a rappelé un certain nombre de choses qu'on a apprises dans les amphithéâtres il y a déjà pas mal d'années, sur le cycle de Krebs, l'acétyl-CoA, etc. Il nous a fait aussi un cours de médecine montpelliéraine, tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré aussi hier, dans la médecine, une part importante, et beaucoup d'auteurs montpelliérains ont rédigé des régimes de santé. Et les régimes de santé, c'est pas simplement de fantasmer sur de la haute science, c'est de dire, voilà, moi, en fonction de ce que je sais, je vous conseille ceci ou cela. Et ces régimes de santé, au Moyen-Âge, il y en a eu beaucoup, et il y en a eu beaucoup à Montpellier. Et il nous en a donné quelques recettes, quelques éléments argumentés, et aussi quelques idées sur l'athérome, qui est évidemment une pathologie importante, et ce qui me donne l'occasion de dire que dans cet athérome, on est vraiment sur la plaque tournante de beaucoup de découvertes qui sont en train d'être faites et de révolutions conceptuelles dans la médecine qui auraient pu être anticipées si les gens avaient fait un peu, comme certains Montpelliérains les cités au siècle dernier, un peu de pathologie générale. Pourquoi? Parce que dans ces plaques d'athérome, il y a de la graisse, il y a du calcium, mais il y a aussi de l'inflammation. Autrement dit, il y a aussi de la réaction. C'est-à-dire que dans ces plaques d'athérome, ce n'est pas simplement de la graisse qui se dépose comme au fond d'un évier. Non, pas du tout. C'est une maladie active dans laquelle l'organisme, en réaction à ces dépôts de graisse et le stimulant quelquefois, se met à réagir, se met à être finalement délétère pour lui-même, autolytique si vous voulez, et que même d'ailleurs dans ces plaques d'athérome, on commence maintenant à se rendre compte qu'il y a des populations monoclonales, c'est-à-dire des
population, sinon tumorale, du moins pré-tumorale. Cette réaction de la plaque d'athérome est un sujet inépuisable de méditation et donc d'action qui va peut-être changer un peu la face du monde. C'est pour ça que c'est important de pouvoir maîtriser un chapitre à la fois sur des conseils de pratique, mais aussi sur des descriptions physiopathologiques pour ce qu'on connaît d'aujourd'hui, et que ces descriptions de physiopathologie donnent lieu à des réflexions générales, parce que ce qui se passe dans la plaque d'athérome, c'est un mécanisme général de bien des choses et de bien des maladies. Et puis pour terminer, bien sûr, il y a eu ce panorama sur les ressources en eau. On le sent très bien quand on lit toute la presse, tout ce dont on nous menace. Mais là encore, plutôt que du catastrophisme, il faut garder une tête froide, il faut raisonner avec empathie, raisonner avec rigueur, pour arriver à trouver des solutions. Et le problème, évidemment, ce problème de l'eau, on sent très bien que les idées existent, que des pistes nouvelles se dégagent, et j'ai été très intéressé effectivement par cette information du nombre d'heures perdues à aller chercher de l'eau et les conséquences que ça a, ce qui montre bien que finalement, et c'est vrai pour tout ce qu'on a dit cet après-midi, lorsque l'on bouge un élément du puzzle, mais comme dans l'être humain, dans le microcosme humain comme dans le macrocosme de la nature, dès qu'on bouge une pièce, tout est solidaire et tout se réarrange. Et pas toujours en bien. Et donc, que ce problème de l'eau, on en est conscient, mais on est quand même bien démunis, parce que comment traduire ça par le passage obligé par la politique, et comment faire? Et ce sont des questions que, bien entendu, on ne pouvait pas résoudre comme ça aujourd'hui, qui ont été esquissées, mais qui vont être une des grandes angoisses des années qui viennent. Au total, donc, je dirais qu'on a eu vraiment, dans sa diversité, et c'est ce que nous avions espéré au départ, et qui a été maintenu et à la minute près, et ça je crois qu'on peut en être reconnaissant à tous, on a eu vraiment ce qui est finalement le programme qui a été lancé le 17 août 1220, c'est-à-dire réellement une concrétisation de la science de l'homme, comme disait Barthès, la science de l'homme telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme, bien sûr, dans son être matériel, l'homme dans son côté affectif, l'homme aussi dans l'interface entre l'intellectuel et puis le matériel, pour retrouver un petit peu, puisque Edgar Morin n'est pas là, je pourrais dire un petit mot, c'est encore une petite allusion au vitalisme, et pour montrer que finalement, ce vitalisme, il englobe aussi le réductionnisme, mais il va beaucoup plus loin, et il est applicable et transférable et assimilable dans le dialogue avec un nombre immense de disciplines, et que nous avons la chance finalement à Montpellier, et je crois que l'un des résultats importants de ce colloque, c'est de le montrer, d'avoir la présence sur place de gens qui ont une histoire, qui ont des idées, qui ont la volonté de travailler ensemble, qui ont des moyens, et donc tout pour faire avancer les choses et pour faire en sorte que la parenthèse ne se referme pas, mais qu'elle puisse se poursuivre pour 800 ans de plus. Je vous remercie de votre attention. Et donc, il me reste bien sûr à dire quand même, avant de terminer, un grand merci, mais je l'avais dit au début, mais je le redis maintenant, à tous ceux qui ont été à la manœuvre. Donc, Hilaire, qui a pensé le colloque, qui l'a mis en musique, qui a été le maître des horloges, plus d'un certain nombre d'autres choses. Et puis de tous ceux qui, et vous les avez vus à l'œuvre, ont permis que tout se déroule au mieux. On a profité d'une fenêtre de tir, si j'ose dire, et je crains fort qu'elle soit brève,
Mais enfin, on a pu le faire. Hein. Il y a des années qu'on voulait le faire. Enfin, il y a des années, des mois qu'on voulait le faire, qu'on a repoussé. Ça s'est fait et ça a été bien fait. Merci encore.